Vic, je te laisse présenter le concept de l'émission et le sujet. Yes, alors donc pour cette première, le sujet ça va être, comme vous avez vu, la différence entre un petit peu le prepping et l'autonomie, un petit peu les deux courants récurrents dans le survivalisme. Donc on va essayer d'un petit peu couvrir tout ça à 4. Donc, rapidement, on va présenter chacun nos chaînes pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, parce que c'est le but aussi de l'émission, c'est de faire connaître les gens qui gravitent dans la sphère de la préparation, de l'autonomie, etc. Donc, Argos, je te propose de présenter ta chaîne et en 2 mots ton activité. Ok, ça marche. Donc moi c'est Argos, merci. Donc j'ai une chaîne plutôt orientée chasse, pêche, mais aussi tout ce qui est BAD, résilience, augmentation de mon autonomie d'un point de vue énergétique. Donc c'est assez général. Aussi orienté très coutellerie, Oui. puisque je suis métallurgiste de formation. Et voilà, donc je fais des vidéos plutôt montagne aussi dans l'ensemble. Et j'essaye tant bien que mal d'apporter, on va dire, ma pierre à l'édifice. Super, merci. À toi, John Smith, de présenter ta chaîne et ton activité. Ouais, bah moi je suis un peu moins sur tout ce qui va être chasse-pêche, parce que je suis pas chasseur. Moi, dans ma chaîne, je vais présenter peut-être un peu plus des armes, parler un peu plus de défense, de législation, tout ça. Évidemment aussi un peu d'autonomie, puisque je pense que c'est une base un peu pour tous les survivalistes. Et comme moi je viens de m'installer en campagne, il y a des choses comme la permaculture, tout ça, ça va venir un peu plus avec le temps. Je me lance aussi dans la forge, donc ça, le temps d'apprendre, ça viendra par la suite, quoi. Nickel. Et je présente celui qui ce soir héberge cette émission nomade. On l'attend tous. Vic Gatzen. Je pense Ouais, que bah salut à tous, tu salut à tous. Tu vas pas Bon, présenter ta chaîne sur ta propre chaîne. Bah non, quand même pas. Pas ce soir, puisque donc le principe de l'émission, comme certains d'entre vous l'auront peut-être déjà vu dans la miniature, c'est d'être un petit peu une émission nomade qui pourra avoir l'occasion d'être hébergée ailleurs à l'occasion. Donc je pourrais me présenter dans ces cas-là, si par exemple on va chez des gens, ça sera l'occasion que je me présente à ces moments-là. Oui, parce que pour rebondir sur ce que tu dis, le but de l'émission, c'est que cette semaine, c'est chez Vic. Et bien, la semaine prochaine, ce sera peut-être ailleurs. On verra. En tout cas, on préviendra les gens. Justement, l'émission nomade, c'est-à-dire qu'elle vagabonde de chaîne en chaîne, qui collabore avec nous. Voilà. Et donc pour ce soir, comme vous avez vu, le sujet, l'autonomie versus le prepping, quelle voie pour le survivaliste. On a un petit peu tous nos points de vue là-dessus. Donc je vous propose un petit peu déjà dans un premier temps, essayer d'un petit peu parler ce qu'est pour vous le survivalisme et comment vous en approchez. Est-ce que vous vous sentez plus dans une logique de préparation ou dans une logique de quête de l'autonomie? Qui veut prendre la parole? Pas tous à la fois, hein, les gars. Donc apparemment, Ah, si quelqu'un tu a veux, dit qu'on m'entendait pas très bien. Je viens d'augmenter le volume. Normalement, ça devrait mieux se passer comme ça. Non, moi c'est bon, je t'entends bien. Ok. Nickel. Bah, qui veut répondre à la question de Vic? Argos, t'avais commencé à parler? Allez, si tu veux, je vais prendre la main. Vas-y, après toi. Alors, concernant, déjà c'est une vaste question. Je pars du principe, moi, que la vie est complexe et que c'est difficile donc d'avoir une vision, on l'a déjà dit avec Vic, manichéenne, c'est-à-dire blanc ou noir. Donc, je pense pas qu'il y a 2 réponses, on va dire, tranchées. Moi, personnellement, dans la voie du survivalisme, on va dire, je vois quand même le prepping versus versus l'autonomie de manière différente. À savoir que aujourd'hui, le prepper se prépare effectivement à un futur, on va dire potentiellement une catastrophe future, alors que celui qui cherche l'autonomie se pose plutôt la question: qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon quotidien? Et ça, je pense, c'est une vraie différence, parce que le prepper va plus viser un instant T dans le futur, alors que, on va dire, celui qui préfère l'autonomie réfléchit juste à l'amélioration de son quotidien. Et du coup, moi, ce qui me gêne un petit peu dans le prepping au niveau, on va dire, catastrophique, c'est qu'on prépare son futur potentiellement au détriment du présent. D'où l'importance, j'ai fait une vidéo là-dessus qui s'appelle Vivre avant de survivre. C'est assez important. Alors que celui qui cherche l'autonomie, en fait, s'inscrit dans une démarche quotidienne. Et du coup, en fait, ça devient plus, comment dire, un carcan, cette recherche d'autonomie. C'est juste une démarche quotidienne de tous les jours
comme faisaient tout simplement nos grands-parents avec j'ai un abonné qui me parlait de BSP, le bon sens paysan. Je trouve ça intéressant comme vision. C'est-à-dire que tout simplement on essaie d'être logique dans nos choix. On essaye de pas être, on va dire, tributaire de quelqu'un, d'être le plus indépendant. S'il y a tout simplement une panne, je sais pas, sur la voiture, on sait la réparer. S'il y a une coupure de gaz de ville, on a fait le bon choix, on est avec une bonbonne de gaz, ce genre de choses. Donc c'est ça pour moi l'amélioration, on va dire, d'autonomie. Et le prepping, au contraire, c'est plus une personne, à mon avis, qui va chercher, donc comme je l'ai dit, un instant T dans le futur. Donc par exemple, quelqu'un qui va construire son bunker sous terre, mais en fait au final, il va pas du tout s'en servir au quotidien. On va dire qu'il sera apte, un instant T dans le futur, mais il va potentiellement donc du coup négliger son présent. Voilà. Moi c'est ma vision actuelle que j'ai. Et après, je pense pas qu'il y ait de mauvais choix là-dessus. C'est juste qu'on se prépare différemment. Et forcément, ça aura pas le même impact sur notre vie quotidienne. Voilà, je pense que c'est ça, vis-à-vis de nos proches, vis-à-vis de nos amis. Je pense que quelqu'un qui recherche l'autonomie sera plus accepté parce qu'on est moins marginal aussi. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un bunker, elle sera plus marginal que quelqu'un qui a un puits et des panneaux solaires aussi. C'est ça aussi. Ok, super. Donc, je sais pas si je réponds à la question, c'est large. Ouais, c'est nickel. Quelqu'un veut réagir? John, si tu veux. Ouais, moi je pense que sa définition est pas mal. Par contre, après, il faudrait voir un peu sur son avis personnel, qu'est-ce que lui, il prépare. Enfin, comment il se prépare, comment il développe son autonomie. Moi, de mon côté, je trouve que les deux sont quand même un peu... Les deux s'imbriquent l'un dans l'autre, en fait. Parce que le prepper, suivant les scénarios auxquels il va se préparer, il va avoir besoin de développer son autonomie également. Le mec qui s'attend, par exemple, je sais pas, on va dire à une guerre nucléaire, il faut qu'il prévoie autre chose que juste des réserves. Au bout d'un moment, il va falloir qu'il cultive son jardin, qu'il prévoit des arbres fruitiers, qu'il prévoit de l'eau, éventuellement de l'électricité s'il veut. Enfin, il faut qu'il développe son côté autonome. Parce que des réserves, c'est bien gentil, mais au bout d'un moment, il aura tout consommé. Après, ça peut être quelque chose qui va vraiment dépendre, je pense, de la forme de prepping qu'on entend, parce qu'effectivement, on peut y avoir des preppers au final plus axés sur de la recherche d'autonomie, du développement de compétences, un petit peu tout ça. Quand d'autres, pour reprendre un petit peu l'exemple et un petit peu la caricature du survivaliste, va vraiment s'atteler à un scénario. Par exemple, mais ça peut être parfaitement légitime aussi. Par exemple, dans ma région, il y a pas mal de tornades, donc je me prépare aux tornades parce que tous les ans, il y a des tornades. Donc l'abri à tornade, avec le stock dans l'abri à tornade, etc. Est-ce que ça, ce serait pas aussi une forme de prepper? Je trouve que oui, et justement, je pense que faut vraiment se préparer par rapport à son environnement. Comme tu disais, il y a le coup des tornades, ou quelqu'un qui habite près d'un volcan, il va être plus sur une évacuation, ou quelqu'un qui est dans une zone inondable où ça inonde tous les 5 ou 10 ans, il va se préparer là-dessus aussi. Alors qu'il y a d'autres personnes qui sont pas spécialement soumises à des risques naturels et qui vont peut-être aller plus du coup dans quelque chose genre l'autonomie, ou à moins qu'ils se préparent à des conflits ou des crises économiques, je sais pas, mais Moi, je voulais réagir sur le référentiel temporel dont parlait Argos. Bon, pour ceux qui me suivent, je vais radoter entre guillemets, mais c'est vrai que comme tout le monde, j'ai commencé une démarche survivaliste il y a maintenant bien quelques années. Comme tout le monde, c'était la vision bunker apocalyptique, tout ça. Et sur le chemin, je me suis rendu compte de l'impact et l'énergie que ça prenait, et que ça mettait de côté les choses du quotidien, et qu'au final, comme dit Argos, avant de survivre, encore faut-il vivre entre-temps. Et il y a vraiment ce référentiel de préparer, oui, même que ce soit en mode prepping ou autonomie. La question que je me pose avant tout, c'est est-ce que ça a un impact positif sur mon quotidien dès maintenant? Et en plus, si ça a un impact positif sur le moyen et long terme, c'est encore mieux. Mais je pense que justement, pour pouvoir durer dans sa préparation et que ça garde son sens, parce que quand il n'arrive rien, quand les années passent et qu'il n'arrive rien, c'est là qu'on se remet en doute ou qu'on peut se faire railler par des gens autour de nous. Ce qui nous permet de garder la motivation et de construire une stratégie qui tient le choc, c'est d'avoir un impact dans tout ce qu'on fait à court terme et si possible à une échelle quotidienne. Voilà ce que je voulais ajouter.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est une chose sur laquelle j'insiste beaucoup dans mon blog, dans mes vidéos, tout ça, c'est qu'il faut se préparer. Enfin, faut pas se priver dès maintenant. Faut acheter des choses pas chères parce que peut-être que ça ne servira jamais. Ça sert à rien de dépenser des milliers d'euros pour que ça finisse au fond de notre cave ou au fond d'un placard. Ça, c'est important, Et, ça. pareil, les gens qui sont à fond sur les armes, tout ça, sur la défense, faut aussi penser que actuellement il y a une législation. Faut pas faire n'importe quoi et puis se retrouver en tôle avant d'avoir pu mettre notre préparation en, à l'œuvre. Si je peux rebondir juste, John Smith, ce que je viens de dire, hein, ce que tu as dit par rapport au fait d'acheter et des choses qui finissent dans le placard, je pense aussi c'est quand même un critère important qui définit différents survivalistes. Personnellement, je vais expliquer moi ce que je fais par rapport à mon investissement, parce qu'effectivement, il faut pas se leurrer, hein, quand on démarre une démarche de quête d'autonomie, il y a forcément des investissements à faire. Ça peut être un filtre à eau, ça peut être, je sais pas, différentes choses. Mais ça a un coût, soit pécunier, donc soit à base d'argent, soit à base de temps, dans tous les cas, à base de formation, ainsi de suite. Et personnellement, moi, quand je me lance dans un investissement qui va améliorer mon autonomie, j'applique une règle personnelle, enfin c'est ce que j'appelle la règle des 2 oui. Alors, je vais expliquer un peu ce que c'est. D'abord, en fait, je me pose la question par rapport au rapport de force, c'est-à-dire que, en fait, tout n'est que rapport de force, je pense, dans la vie. Par exemple, imaginons que demain donc j'ai une coupure d'eau. Du coup, c'est la coupure qui prend le rapport de force qui prend le dessus sur moi. Et après, on se pose la question de est-ce qu'il y en a moyen de pallier, on va dire, à cette coupure. Est-ce qu'on a moyen de contrebalancer ce rapport de force. Et du coup, après, on peut réfléchir donc à un autre investissement. La coupure d'eau, donc ça va être le forage du puits, par exemple. Moi, je parle de ça parce que c'est un exemple personnel. Hein. Après. Donc, en gros, première question, est-ce que je peux contrebalancer ce rapport de force? Je vais dire oui, en investissant dans un puits. Et ensuite, la deuxième question que je me pose, c'est est-ce que je vais m'en servir au quotidien? Si c'est oui, j'investis, toujours. Ça veut dire que, en fait, là, je sais que ce puits va me permettre de contrebalancer un rapport de force, et aussi, je sais que je vais l'utiliser au quotidien. Et tout de suite, moi, si à partir du moment où ces 2 oui sont respectés, j'investis. A contrario, par exemple, on peut faire on va dire une autre idée. Quelqu'un qui a peur, je sais pas, d'une attaque aérienne, par exemple. Je reprends l'histoire du bunker. Il va se dire comment contrebalancer ce rapport de force. Et ben, il va se dire pourquoi pas essayer d'enterrer un bunker sous son jardin. Et là, par exemple, la deuxième question qu'il va se poser, c'est est-ce que je vais m'en servir au quotidien? Ben, concrètement, non. Et du coup, moi, à partir du moment où, personnellement, j'ai un oui et un non dans ces deux questions, je n'y vais pas. Après, c'est un choix personnel. C'est comme certains qui, par exemple, passent le permis de chasse pour tout simplement acheter un fusil canon lisse, juste pour l'avoir au fin fond de leur placard, mais ne jamais aller au stand de tir ou ne jamais aller à la chasse. Au final, ces personnes-là, pour moi, ne devraient pas, je pense, se lancer dans l'achat de ce type d'arme à feu, parce qu'effectivement, la règle des 2 oui n'est pas respectée, justement, ici. Effectivement, il peut contrebalancer un rapport de force d'un point de vue sécuritaire, mais ensuite, il va pas s'en servir, pas quotidiennement, je suis d'accord, quand on va au stand de tir ou à la chasse, c'est pas quotidien, mais il va pas s'en servir de manière pérenne sur l'année. Donc voilà, je voulais juste insister sur le fait de pas être un écureuil qui emmagasine, on va dire, des choses pour augmenter sa résilience, mais qui ne sont pas utilisées de manière pérenne. Oui, Voilà. Surtout que... Vas-y. Ah, vas-y. Ok. Bon, pour partir dans la caricature justement des gens comme ça qui accumulent, il y a aussi des gens qui accumulent des objets dont ils savent pas se servir. Notamment, par exemple, les armes. Hein. Les mecs, ça sert à rien d'acheter des armes dont on sait pas se servir. Globalement, ça sert à rien d'acheter du matériel dont on sait pas se servir. Oui. Par exemple, juste, désolé, je parle beaucoup. Par exemple, pour l'histoire, là, j'ai fait une petite vidéo sur le véhicule. Donc, nous, le véhicule, je parle de nous parce que Vic a le même quasiment. Ce sont des Liliospace, en fait. Quasiment le même. Moi, il est pas aussi bariolé de couleur. Mais du coup, en fait, j'ai fait une vidéo sur le véhicule que moi je trouvais résilient en termes, enfin, pour tous les jours, quoi, tout simplement. Et mon père a un Land Rover Defender, donc c'est souvent le gros 4x4 idéalisé, on va dire, pour la résilience, pour l'évacuation, enfin voilà, c'est. Ouais, mais c'est pas un truc qui ça te bouffe pas 15 litres au 100, ça?
Exactement, t'as tout compris. Et en fait, j'ai eu plein de commentaires en me disant, mais c'est n'importe quoi ton Kangoo là. J'ai eu plein de commentaires de ce genre. C'est vraiment n'importe quoi. Ça ne sert juste à faire du camping. Ça sert pas du tout dans le cas du surréalisme. Alors en fait, ces personnes-là pensent juste à un instant T, c'est-à-dire qu'ils se disent putain, quand j'aurai le Defender, le jour où tout part en couille, je pourrai rouler sur tout le monde et franchir tout. Et en fait, du coup, à ce moment-là, il y a des bobos parisiens, par exemple, qui vont s'acheter un 4x4, ils seront en ville, ils vont jamais utiliser les capacités de franchissement de leur 4x4, ils vont consommer 15 litres au 100, du coup ils vont diminuer leur résilience économique, et en plus ils ne seront jamais utilisés leur 4x4 parce qu'ils ne seront jamais allés sur route de montagne. Moi je le répète, je suis plutôt montagnard, et je n'ai même pas de 4x4, c'est pour dire. Et du coup en fait, je pense que c'est important, ça rejoint aussi le fait qu'il ne faut pas accumuler sans utiliser les choses, il faut aussi se rendre compte de l'utilité. Et toujours, on repart sur l'idée du quotidien. Le mec qui achète un 4x4 et qui est en ville, bah, en fait, il prévoit pas d'utiliser son 4x4 pour le quotidien. Il prévoit juste pour l'utiliser pour un instant T. Toujours pour rapport à la question donc de la temporalité, comme disait Alex. Voilà. Parce que je te rejoins aussi, vous parlez de la voiture en termes de véhicule d'évacuation qui doit être compatible avec son usage au quotidien, y compris pour des activités de loisirs comme camper dans son Kangoo, comme tu fais, je trouve ça excellent. Et c'est la même chose pour les armes. Les mecs qui achètent des M4 suréquipés à 7000 € pour, entre guillemets, défendre leur domicile, concrètement, un 12 double coup fera le même taf. C'est ça que... Oui. Et pour 20 fois moins cher. Et je pense que c'est une approche à appliquer sur tout le matériel, dans le sens où, et ça je le répète souvent, surtout dans les messages que j'envoie, avoir du matériel sans le savoir-faire, sans la pratique, c'est comme si on l'avait pas. Et de deux, si ça nous sert pas concrètement dans la vie, c'est de l'argent de gâcher dans 99% des cas. Ce que tu dis en dernier est super important, c'est-à-dire que par rapport à la perte, si vous l'utilisez pas de manière quotidienne, ça veut dire que vous avez bloqué des liquidités qui pourraient servir à d'autres choses de manière plus importante, comme par exemple un filtre à eau. Là, vous allez utiliser tous les jours. Donc aussi attention de ne pas bloquer des liquidités. Parce que ça fait pas rêver le filtre à eau par rapport au M4 suréquipé. Exactement. Alors que pourtant, le M4 suréquipé, effectivement, vous allez peut-être l'utiliser une fois en 50 ans parce qu'il y aura un conflit spécifique, alors que votre filtre à eau, ça sera tous les jours. Voilà. Exactement. Et ça va avoir un impact positif dans ta vie. Et j'ai une question pour Vic, qu'en penses-tu? Tu te fais squatter ta chaîne. Justement. Non, bah, très bien, justement, c'est le but. Ça me donne envie un petit peu de rebondir sur cette idée-là. Déjà pour l'exemple entre le filtre à eau et la R15, quelque part, chacun va avoir le rôle de maintenir la vie à un instant T, quelque part. Mais je voulais plutôt revenir sur un petit peu cette approche-là dont vous parlez tous les deux. Peut-être tous les trois d'ailleurs, on verra, dans laquelle effectivement on a une approche que je partage aussi, qui est très pertinente et qui est vraiment proche du réel. Mais est-ce que c'est une approche, étant donné qu'elle est centrée sur le quotidien et sur un usage régulier qu'on va avoir de l'achat, de l'investissement, est-ce que c'est une approche qui laisse une part à l'imprévu, d'une certaine manière? Alex? Comment? Pour faire... Ouais, tu m'entends? Ouais, vas-y, répète la fin de ta phrase, s'il te plaît. Est-ce que c'est une approche qui laisse une part à l'imprévu, étant donné qu'on est centré justement sur l'usage quotidien? Oui, c'est une question intéressante parce qu'on se dit, s'il y a un imprévu, c'est là qu'on a besoin de matériel spécifique pour une situation donnée. Et c'est là que tu te dis, merde, j'ai prévu au quotidien et là je dois faire face à une rupture de la normalité. Il me demande un matériel spécifique et qu'en plus j'y aurais pensé, entre guillemets. Mais après, c'est un choix. Aucune stratégie n'est la vérité universelle. Et à côté de ça, bien sûr, il faut, je pense, avoir au moins le sac d'évacuation, un minimum de stock pour 30 jours. 30 jours, c'est quoi? C'est un fond de roulement de course, en fait. C'est pas non plus la cave. C'est un fond de placard, ouais. Voilà, c'est un fond de placard comme nos gros-parents. Et aussi un fonds d'urgence financier. Voilà. Avec un point de chute alternatif en termes de logement. C'est-à-dire que ça peut être chez des amis, une maison de campagne ou dans la famille. Pas besoin d'investir fatalement dans des bads, voilà, avec des fermes et tout. Je pense qu'à partir de là, tu as fait, si tu veux, les 20% d'imprévus qui t'amèneront 80% des solutions. Parce que bon, je pense que dans tous les cas, il manquera toujours quelque chose et qu'il faudra être débrouillard à un moment ou à un autre. Et que justement, je privilégie une base bien solide. Et le quotidien, il participe grandement, selon moi, d'avoir une base bien solide, avec un peu de matériel spécifique d'au cas où, mais sans trop, comme dit Argos, immobiliser des liquidités. Parce que malheureusement, qu'on veuille vivre dans une ferme au fond de la montagne ou dans un appartement en centre-ville,
Le nerf de la guerre restera l'argent, y compris pour se préparer, et on se doit en tant que survivaliste d'optimiser ses ressources, et l'argent est aussi une ressource à optimiser. Voilà. Et toi, John, donc la question de l'imprévu? Moi justement, je dirais que ma préparation elle est basée sur l'imprévu. En fait, je planifie pas des scénarios précis et j'essaie d'avoir, on va dire, une préparation la plus large possible pour faire face au plus de possibilités. Et moi après, je me débrouillerai en fonction. Par exemple, il y en a, ils partent. Je parlais tout à l'heure de stocks de bouffe pour 1 an ou des trucs comme ça. Pour moi, mes stocks de nourriture ou mon jardin, tout ça, c'est pour être en plus de ce que je pourrais trouver sur le moment, que ce soit de la chasse, de la collecte ou des bons de rationnement si c'est une situation où t'as l'État qui distribue des vivres. Moi, il y a des gens qui me disent, par exemple sur mes vidéos, ouais, bah, tu vas pas survivre en bouffant que les œufs de tes poules. Bah, j'ai jamais parlé de ça, quoi. Moi, c'est vraiment pour agrémenter le quotidien. Toute ma préparation, c'est un plus par rapport à ce que je pourrais avoir au moment de la situation de crise. C'est vrai que comment tu voulais dire quelque chose, Alex? Non, je t'écoute. Non, hein. J'allais dire que c'est vrai que l'opportunisme, typiquement, c'est vraiment quelque chose qu'on peut retrouver dans beaucoup de préparation et d'approche survivaliste, parce que ça peut aider avec la chance et d'autres facteurs dans certaines situations. Je sais pas si... Dans quel sens? Exprime-toi. Bah, une fois dépassé la préparation ou la quête d'autonomie, etc., oui. L'opportunisme comme un petit peu stratégie complémentaire. Ah, j'avais pas compris ce que tu disais sur le moment, mais je pense avoir compris. Tu parles de la prédation? Pas forcément la prédation. La prédation peut intégrer l'opportunisme, mais enfin, souvent, c'est l'imprévu peut aller dans le mauvais sens, mais dans le bon sens aussi, oui. Des fois. Ah, il peut y avoir des bonnes opportunités qui peuvent tomber avec la chance et qui peuvent compléter le quotidien. Ouais, vas-y. Ouais, bah, pendant une rupture de la normalité, on parle toujours du pire, ok, mais tu peux découvrir que t'as un super voisin pendant une inondation, par exemple. Ou sur l'île Saint-Martin, quand c'était le bordel, t'as jamais parlé à ton voisin, et finalement c'était ton meilleur allié, parce que vous avez tous les deux un 12 pour sécuriser les deux pâtés de maison, tu vois. Et à contrario, tu peux découvrir ton voisin sympa, en fait c'est un loup, tu vois. Mais ça c'est les facteurs aléatoires que même la meilleure des préparations ne peut pas anticiper. Parce que c'est de l'humain. Donc le PFH... le putain de facteur humain. Ouais, voilà. Ouais. Et je veux dire, là, c'est des choses où il y a une tendance, ça me fait penser que on pense que la meilleure des préparations est la préparation qui te fait tout anticiper, mais la préparation n'est qu'une béquille en plus, on va dire, de comment tu te débrouillerais sans rien, pas mieux équipé, mais au final, quels sont les deux meilleurs outils de survie? Ton corps et son cerveau. Ton corps, au niveau physique, où il faut être capable de faire des efforts physiques. On parle pas de soulever de terre à 500 kg, mais courir 1 kilomètre avec un enfant dans les mains, soulever quelqu'un qui est inconscient et le tirer sur 30 mètres. Déjà ça, je doute que la plupart des gens aient cette capacité physique aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui. Pourtant, c'est pas énorme. Il y a des capacités physiques, on va dire, d'homme d'action, entre guillemets, de ce qu'on pourrait demander à un policier, un sapeur-pompier ou un militaire. Et un militaire, je parle pas d'un force spéciale, je parle de juste quelqu'un qui serait susceptible d'aller sur un théâtre d'opération. Donc voilà, il y a des cuisiniers dans l'armée aussi, il y a de tout. Et donc c'est pas un niveau... Plus de 400 métiers. Voilà, c'est plus de 400 métiers, faut pas oublier la pub. Donc il y a un niveau physique, voilà, minimum à atteindre. Donc c'est juste savoir utiliser son corps en tant que machine corporelle. Et le meilleur outil dans tous les cas restera le cerveau, parce que t'as beau tout avoir, si t'as pas les neurones qui se connectent au moment M, bon, bah tu t'apercevras qu'1 jour après que t'aurais pu utiliser ce que t'avais mis là, quoi. Tu vois, et que sur le moment, t'auras fait à côté ou mal. Donc il y a des aspects... comme nous sommes dans une société qui est matérielle, et aussi dans l'esprit matériel, ou dans le sens où le spirituel n'a plus beaucoup de place, et l'intellectuel de moins en moins, hashtag YouTube, je veux dire, fatalement on se focalise sur le matériel, ce qui nous fait oublier qu'avant tout, il y a un état d'esprit, une façon d'aborder les choses, des axiomes à suivre et de s'y tenir, et des principes comme les a énoncés Argos. Je pense que je rejoins beaucoup ce qu'a dit Argos au niveau des grands principes du quotidien,
d'avoir une suite logique, un séquencement de questions à se poser à chaque achat, à chaque mouvement, pour ne pas déjà passer 3 jours à faire des recherches sur internet et finalement passer 3 jours le cul sur une chaise et on se ferait mieux de s'entraîner, d'aller marcher dans la nature et de s'occuper des siens pour un couteau qui finalement on s'aperçoit que c'est de la merde. Et de deux, pour ne pas dépenser son argent n'importe comment parce qu'on en a besoin pour autre chose. Il nous apporterait plus de valeur au quotidien justement. Et c'est parfois difficile d'investir son argent dans le futur, c'est la problématique de l'investisseur. Et le survivaliste a aussi cette problématique de l'investisseur à son niveau. Voilà. Argo, tu voulais réagir par rapport à ça? Par rapport à l'opportunisme ou l'investissement? Parce que comme tu préfères. Comme tu préfères. Alors vite fait sur l'opportunisme. Oui, vas-y. Vite fait sur l'opportunisme. De toute façon, je te rejoins assez sur ce que tu disais en fait par rapport à l'imprévu. Par rapport à l'imprévu. Comme jeune, personnellement, je ne me prépare à rien. D'ailleurs, il y a plein d'événements climatiques auxquels je ne pourrais pas répondre de manière efficace. Et j'essaie de me préparer, comme l'a dit exactement John, dans le sens où j'essaie aussi d'agrémenter mon quotidien via la préparation. C'est vrai que comme il a dit, pour ceux qui n'ont pas de poulailler et qui s'y mettent, vous allez voir, c'est vraiment fabuleux, quoi. Et ensuite, toi, je pense que tu as dit un mot important, c'est après, face à l'imprévu, l'opportunisme est important. Et là, si je devais reprendre le sketch des inconnus, il fait le bon survivaliste et le mauvais survivaliste. Pour moi, le bon survivaliste, c'est quelqu'un qui sait s'adapter, surtout. En fait, voilà. C'est quelqu'un qui sait vraiment s'adapter à chaque situation. Et donc, être opportuniste, c'est super important. Voilà. Après, donc, je laisse Alex continuer sur l'investissement. Je pense qu'on a beaucoup de points en commun là-dessus, parce que moi j'ai aussi beaucoup de réflexions d'investissement et de diversification économique, parce qu'effectivement c'est la base. On a beau essayer de se dire l'argent ne fait pas le bonheur. Non, c'est sûr il le fait pas. Mais par contre, quand on est sur les listes, on a des investissements à faire et forcément les liquidités sont super importantes. Oui. Ah, mais comme tu nous as déjà un peu parlé de tes investissements. Toi, tes investissements, en fait, faut que tes objets, tu les rentabilises au quotidien, quoi. Et moi, moi, c'est pareil, j'ai un filtre à eau. Le filtre à eau, je sais plus combien je l'ai payé. C'est un truc Berkey, un gros truc. Mais du coup, en achat de bouteilles d'eau, j'en ai beaucoup moins. Donc, au final, au fur et à mesure du temps, je rentabilise mon investissement. Et pareil pour les jerrycans de gasoil. Par exemple, je les ai remplis quand l'essence était à 1 euro. Enfin, quand le gasoil était à 1 euro. Là, maintenant, c'est à 1,40. Mon jerrycan, il va rembourser, quoi. Ouais, donc même s'il y a un investissement, au final, tu t'y retrouves, quoi. Tout à fait. Et c'est grâce parce qu'il a profité d'une opportunité au bon moment. Ça, c'est une notion d'investisseur, on va dire. Ah bon, on revient sur l'idée d'opportunité. Ouais. Moi, je suis d'accord. Pardon, excuse-moi, vas-y. Je suis d'accord sur ce que vous disiez tout à l'heure. Faut l'adaptabilité, l'improvisation, tout ça, c'est vraiment super important, quoi. Parce que le mec qui se prépare vraiment un scénario type et il tombe sur il y a une crise qui survient qui a un autre scénario. Si le mec c'est juste un suiveur qui n'a jamais réfléchi, il saura pas quoi faire, quoi. Faut arrêter de suivre bêtement certains survivalistes, hein, même nous. Il y en a, ils vont acheter le même matos que ce qu'on a acheté parce que nous on l'a acheté. Faut vraiment penser par soi-même, hein. Prendre l'habitude de réfléchir par soi-même et d'improviser. Ça, c'est super important, effectivement. Comme tu dis, chacun quand même doit répondre aussi à son environnement. C'est pour ça que moi je parle de la question, par exemple, de la règle des Dewey. En fait, ça impose pas de règles directes, ça suit juste un processus. Effectivement, quelqu'un qui, par exemple, est dans les Landes, je sais pas, qui lui doit répondre à certaines catastrophes auxquelles nous ne sommes pas confrontés. Typiquement, tout ce qui est érosion maritime, par exemple, il y a des gens qui perdent du terrain, qui perdent des moitiés de propriété à cause de ça. Eux, il faut qu'ils se posent des questions donc de comment y remédier. Encore une fois, on revient au rapport de force. Comment essayer de contrebalancer le rapport de force. Je pense qu'aujourd'hui, la question primordiale quand on s'inscrit dans une démarche survivaliste, c'est ça. C'est d'abord visualiser son environnement, faire un état des lieux et se dire quels sont les domaines où je risque de perdre le rapport de force et ensuite comment le contrebalancer. À partir du moment où on a commencé à faire ce processus, en fait il est indépendant pour chaque personne et peu importe où on habite, que ce soit en montagne, à la mer, ainsi de suite, chacun identifiera ses centres, on va dire, d'action pour sa démarche survivaliste et après pourra ensuite y remédier donc au contrebalancement de rapport de force. Vic. Ouais. Alors une idée à laquelle j'avais envie d'enchaîner aussi également, c'est pour faire un petit peu le lien avec la loi de Pareto, vous savez, la loi des 80-20.
Est-ce que quelque part, le mental, préparation physique, développement de compétences, développer ses capacités d'adaptation, etc., c'est pas 80% du boulot quand on essaye de se préparer ou en tout cas de développer son autonomie et sa résilience? Bah après, je sais pas si c'est possible de se changer mentalement pour celui qui est vraiment pas débrouillard. Est-ce qu'il peut travailler là-dessus? Ah, Alex? Bah, on a tous des points faibles et des points forts. Je veux dire, on a tous. Nous ne sommes pas égaux, quoi qu'on en dise. Ça s'est placé. Et je veux dire, en égaux, en compétences, je parle, on est tous faits pour quelque chose où on aura plus de facilité et quelqu'un d'autre, un camarade, aura une facilité dans d'autres domaines. Et par cette complémentarité, c'est d'ailleurs pour ça qu'on en arrive à vivre en société. Et d'ailleurs, l'aspect du groupe dans le survivalisme est très négligé, je pense, par rapport à son vrai impact dans la réalité, qui est énorme en fait. Parce que vaut mieux, je pense, selon moi, si je devais choisir entre une situation où on me dit, bah voilà, tu vas vivre avec 10 mecs, ils sont juste armés et avec un bon physique et ils se débrouillent dans la forêt, ou alors on me propose une maison fortifiée sur une colline avec, je suis tout seul et j'ai une femme et un enfant à prendre à charge. Je pense que si je vais dans le groupe de 10 mecs avec une bonne capacité physique, un peu de munitions et de la démerde, on va survivre plus longtemps. Après, c'est plus du côté moral que ça tranchera. Mais ces mecs-là n'auront rien fait pour se préparer, ils auront été juste là au bon moment et c'est d'anciens militaires et ils ont fait des bonnes rencontres. Et ils seront peut-être mieux préparés que 80% des gens qui se disaient survivalistes avant une éventuelle rupture de la normalité. Vous voyez où je veux en venir ou pas ? Donc il faut arriver à trouver l'équilibre et se dire que de toute façon on ne pourra pas être bon partout. Moi j'ai un point faible, c'est tout ce qui est faire pousser des trucs. Je sais que là j'ai 3 trains de retard à prendre par rapport à d'autres domaines, par exemple au niveau de la sécurité personnelle et de la défense. Moi je suis pareil. Et j'essaie de compenser justement tout ça en sachant que de toute façon je ne peux pas être l'expert de tout. Donc il y a aussi un avantage à ce que je sois avancé dans certains domaines, parce que comme ça je pourrais aider d'autres en échange d'éventuellement de savoir-faire, parce que j'ai vu dans le chat, c'est vrai qu'il faut pas, même il faut espérer qu'en cas de rupture de la normalité, finalement il y a plus une entraide, comme on le voit régulièrement quand c'est des ruptures de la normalité contrôlables, que n'importe quoi. Mais on a vu ces derniers mois, ou c'était l'année dernière je crois, par exemple l'île Saint-Martin, ou le pot de Nutella, -50, tout ça. Bon, ça dépend de qui on est, où on vit. Donc on voit que c'est aléatoire. Et comme c'est aléatoire, il faut se préparer aux deux. À que ça se passe bien, comme on dit en bon François, et à que ça se passe mal. Et il faut rester l'esprit ouvert, quoi. Ouais. Ah mais je crois que comme tu dis, ça dépend beaucoup de l'environnement et des ressources disponibles. Comme moi je vois par exemple dans mon village, on a tous des animaux, on a tous des arbres fruitiers, on a tous du terrain. Là il y aura plus de l'entraide et on va avoir moins de raisons de piller son voisin ou de s'attaquer à son voisin, puisque de son on a déjà ce qu'il faut. Ou c'est plus intéressant d'aider le voisin parce qu'il fera pousser plus de trucs sur son terrain. Alors d'un côté, des mecs qui vont vivre en HLM, qui vont être à 100 avec juste des balcons, ils peuvent rien faire pousser, ils ont juste des réserves de conserve parce qu'ils ont pillé le magasin du coin. Eux, ils ont plus de chances de s'attaquer entre eux, quoi. C'est exact, hein, l'environnement, de toute façon, que ce soit pour le survivalisme ou la vie en général, c'est-à-dire où tu vis et les personnes que tu fréquentes le plus dans ta vie vont t'influencer énormément. Et encore plus en cas de problème, parce que c'est là que tu vois la vraie nature des gens. Et dans la ville, comme tu dis, il y a fatalement un esprit, tu sais, on va en ville pour se mettre en concurrence sur le travail, pour se mettre en concurrence, pour trouver des femmes ou des hommes si vous êtes une femme. La ville est faite pour être en concurrence, pour mettre en concurrence les potentiels et en extraire les meilleurs à l'endroit qu'il faut. Et c'est un peu ancré dans le paradigme urbain, on va dire, si ça va mal, la ville est remplie de frustration, qu'elle soit sexuelle, matérielle, sociale. Et si on est dans une rupture de la normalité qui lève les digues de la civilisation, fatalement, c'est plus dans ces zones-là que dans un premier temps, l'histoire le montre, on verra tous les problèmes sécuritaires, on va dire. Plutôt que dans ton village. T'as tout à fait raison. Puis dans les villes, ouais, t'as plus de jeunes qui vont être seuls, tout ça, alors qu'en campagne, tu vas avoir plus de gens qui sont en famille puis qui ont eu envie de se poser, quoi. Donc ils ont moins de raisons de partir à l'attaque, ils ont plus de choses à défendre de leur côté. Donc logiquement, c'est pas eux qui vont venir te chercher des noises, quoi. Et ce sont pas les mêmes espaces. Normalement, alors ça tout dépend du relief, mais à la campagne, au niveau de l'organisation du territoire,
est moins propice au guet-apens, moins propice aux embuscades entre guillemets en tout genre. Je parle pas d'embuscade au RPK et RPG, hein, je parle d'embuscade type traquenard, on va vous agresser, racketter, tout ça quoi. Argos? Non, mais bien sûr, je vous rejoins. Moi, vous le savez, et je le dis sur ma chaîne, je suis ariégeois. Donc, je suis de la campagne et je suis des montagnes. Donc, forcément, je vous rejoins sur le plan, on va dire, sur le fait que la ville, c'est vraiment, on va dire, quelque chose qui est quand même assez néfaste. Moi, c'est ce que j'appelle le carcan sociétal, la ville. Hein. De toute façon, c'est vraiment ça. Parce qu'on est vraiment emprisonné dans des règles, dans des dogmes qui, en fait, on devient esclave de la ville. C'est vraiment impressionnant. Alors que la campagne, là, j'étais encore à ce week-end chez mes parents. C'est impressionnant, comme il y a une liberté quand même sur plein d'aspects. Après, comment dire, sur le choix de est-ce qu'il vaut mieux vivre en ville ou vivre à la campagne, on revient à la question de la temporalité en fait. C'est-à-dire que par rapport aux preppers qui lui effectivement réfléchit à l'instant T, je pense que c'est très intéressant de se dire je vais vivre en campagne pour essayer d'augmenter mon autonomie, d'avoir plus de, on va dire, de voisins aussi résilients parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, ils auront aussi des arbres fruitiers, ils auront des animaux et ainsi de suite. Et donc forcément, on pourra s'entraider. Après, moi, je réfléchis aussi de manière, on va dire, quotidienne. Concrètement, aujourd'hui, je pourrais pas avoir le travail que j'ai si j'étais en campagne. Donc moi, le choix personnellement que j'ai fait, c'est en gros on va dire d'être un peu badartisé, quoi, bâtardisé, pardon. Et tout simplement, j'ai fait le choix d'habiter en ville. Donc il y a plus de secret, hein, je l'ai dit sur ma chaîne, je suis à Toulouse. Par contre, voilà, vous le voyez sur mes vidéos, en 1h30 de voiture, je suis dans l'endroit le plus paumé du monde, quoi. L'endroit le plus paumé du monde, et c'est vraiment génial pour ça. Donc, effectivement, la ville, pour moi, c'est un carcan, hein, vraiment qui est vraiment problématique, c'est le siège de beaucoup de violences, de beaucoup de lois qui nous empêchent vraiment de nous exprimer, alors qu'à la campagne, on a moins de soucis. Je le vois sur plein d'aspects. Mais la ville aussi a ses avantages, on va dire, d'un point de vue résilience économique, pour essayer de se développer. Moi, aujourd'hui, clairement, je pourrais pas être où j'en suis aujourd'hui si je ne travaillais pas en ville, à Toulouse, voilà, par rapport à mon métier. Est-ce que avec ton état d'avancement de ta préparation, est-ce que tu penses qu'il serait possible d'arriver à une espèce d'autonomie en ville? Non, concrètement, ça, je préfère être clair là-dessus. La bade urbaine est un mythe, je pense. C'est-à-dire, vous pouvez être autonome, comme moi je le fais quasiment sur l'eau, par exemple. Là, je vais l'être bientôt. L'électricité aussi, je peux l'être très rapidement, si je le souhaite. Par contre, on arrivera toujours au même problème qui est la nourriture. Comme Joe Smith l'a dit, le problème c'est que pas très loin, à 7 km, j'ai des barres d'immeubles. Le jour où il y a un effondrement, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont piller de manière drastique. Et là, moi, en réserve aussi de nourriture, vu le peu de terrain que j'ai, parce que le terrain en ville coûte très très cher, hein, forcément. Moi, le terrain, il coûte quasiment 6 fois plus cher que chez mes parents qui sont en campagne. C'est pour vous donner une idée. Et du coup, en fait, la nourriture, c'est très compliqué d'avoir beaucoup d'arbres fruitiers, d'avoir un très grand jardin. Même les poules, là, tu l'as vu, Vic, comme c'est chez moi, c'est pas non plus immense. J'essaie quand même d'être le plus autonome là-dessus, mais je pourrais jamais être autonome à 100% sur la nourriture. Je pense que c'est clairement le gros souci. Alors que par contre, moi, tout le monde connaît mon scénario, maintenant je l'ai assez dit. Hein. Le scénario, c'est que j'ai quand même, on va dire, une semi-bade en ville, mais qu'après, en rien, je suis chez mes parents, où là, je suis par contre entièrement autonome sur tous les aspects. Et c'est ça qui est intéressant. Et moi, en gros, j'ai fait le choix quand même d'être en ville, parce qu'encore une fois, on l'a dit depuis le début, toute notre préparation quand même nécessite soit du temps, soit de l'argent, et l'argent permet d'avoir les deux paramètres, et que concrètement, je pourrais pas avoir le salaire que j'ai aujourd'hui si j'étais en campagne, malheureusement. Mais sinon, moi, bien sûr, dans la préparation, je rêverais d'habiter chez mes parents, tout simplement. Mais c'est pas possible. Je pourrais pas avoir de boulot quasiment là où je suis. À part si j'étais, je sais pas, par exemple fonctionnaire, prof ou ce genre de choses. Mais ça serait très compliqué aujourd'hui de développer mon autonomie, on va dire financière, parce que moi, clairement, le but c'est de ne pas travailler toute ma vie.
Ça, il faut être clair là-dessus. Tout ce que je fais, c'est pour essayer de sortir du système financier le plus tôt possible. Et je pense, sur la bonne voie, vu mon âge. J'essaie de me donner un ordre d'idée. 40 ans, c'est la retraite. Donc, j'espère y arriver. Et forcément, ça passe quand même par la ville, malheureusement. Donc, je suis obligé de passer par là. Et de toute façon, en phase de transition, quand on parle d'autonomie dans le milieu du survivaliste, tout le monde pense aux panneaux solaires, etc. Mais il y a aussi l'autonomie du travail, de comment on gagne sa vie. Et c'est la première forme d'autonomie à atteindre, selon moi, pour pouvoir se délocaliser. Et donc choisir avec qui et où on vit. Et souvent, la réalité de la chose, c'est que pour la plupart d'entre nous, les gens sont dans ton cas, c'est-à-dire qu'ils ont un pied en ville pour le travail et les raisons professionnelles, et un pied à la campagne pour tout l'aspect style de vie qu'ils préfèrent et éventuellement point de chute. Ouais, moi, j'ai pas la chance d'avoir deux logements ou un point de chute différent. Du coup, moi, je suis aussi obligé, comme vous, hein, d'être à la ville pour le boulot. Ma femme, pareil. Et du coup, on essaie de trouver la campagne la plus proche, tout en restant, enfin, qu'on soit suffisamment coupé du monde, on va dire, mais aussi suffisamment proche de la ville. Alors, j'ai pas ce dont je rêverais, hein, j'ai que 2200 mètres carrés de terrain. C'est vrai que quand je vois certaines personnes qui sont dans des départements comme la Creuse, tout ça, qui ont des hectares entiers, je suis un peu jaloux, quoi. Ouais. Mais ouais, il y a des réalités auxquelles il faut faire face, hein. Au niveau financier, si on n'a pas d'argent, on peut pas se préparer correctement, puis on peut pas vivre correctement. Parce qu'encore une fois, c'est bien beau la préparation, mais il faut vivre. Ça rejoint le fait qu'on n'est pas tous égaux, tant en termes d'opportunités, parce que tu peux, comme Argos, avoir une situation familiale qui te permettra simplement de retourner à la campagne, et puis d'autres, comme John par exemple, qui ne peut, par rapport à sa situation, son travail, tout ça, est fixé à un endroit où tu es, pour être logistiquement pas très loin du travail. C'est le cas de énormément de gens, on a tous les mêmes contraintes, et arriver à se libérer de ces contraintes-là, je considère que c'est déjà de la préparation avancée, dans le sens où là, vraiment, tu fais des pas concrets vers une forme d'autonomie, qui en fait rejoint une forme de liberté, dans le sens où la liberté, c'est quoi? Une option, ça s'appelle l'esclavage. Deux options, ça s'appelle un choix. Et à partir de trois options, on rentre dans le domaine de la liberté. Et pour la plupart des gens, on a tous fait le même parcours, métro, boulot, dodo, et puis école, lobotomisation, tout ça, télé. Et la plupart des gens n'ont jamais eu de choix en fait dans leur vie. Ils ont toujours eu une option, et ils se sont pliés devant le premier patron qui leur a dit je te prends. Et ça nécessite aussi une réflexion personnelle sur justement ce qu'on veut de la vie et acquérir sa liberté concrètement pour faire des principes comme Argos. Moi j'aime bien les principes parce que les principes sont intemporels et contrairement aux techniques qui sont spécifiques, et pour la liberté se dire je suis libre à partir du moment où pour telle situation j'ai trois options. Et ça rejoint l'idée de la résilience. Pour moi la résilience c'est quoi? C'est par exemple être résilient en eau, d'avoir au moins trois moyens différents et distincts de pouvoir se fournir en eau. Parce que je considère qu'à partir du chiffre 3, là, tu as la liberté ou tu es résilient. Et là, on voit que la notion de liberté et de résilience sont assez... partagent un socle commun, on va dire. Et juste si je peux rebondir là-dessus, la règle des trois, beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte aussi de manière économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le français moyen, mais ça lui viendrait jamais à l'esprit de diversifier ses revenus. Pour lui, sa source de revenus doit être à 100% le salaire. Ça, pour moi, c'est une hérésie. Bon, après, j'ai quelques expériences à l'étranger où on n'a pas du tout cette vision, où on essaye d'être un peu entrepreneur, pas à droite à gauche. Oui. Mais moi, aujourd'hui, je considère qu'avoir 100% de ses revenus qui correspond à son salaire est une hérésie et justement vous met en porte-à-faux vis-à-vis de la résilience et de la règle des trois. Effectivement, moi, mon rêve, ça serait d'arriver à le revenu que je souhaite, mais qui est composé par exemple, qui est composé à 30% de mon salaire, à 30% de notre commerce et 30% de notre activité, par exemple. Et là, je me considérais beaucoup plus résilient économiquement. Et dans la préparation, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui omettent cette partie-là. La résilience économique passe par la diversification économique. Alors, je suis pas un pro de la diversification économique. Mais aujourd'hui, par exemple, je donnerai aucun chiffre, je vais parler en pourcentage. Mais 20%
de mes revenus, enfin plutôt 80% de mon revenu correspond à mon salaire, mais j'ai quand même 20% qui viennent d'autres activités. Et ça, c'est toujours intéressant. Donc le but, je pense, comme tu dis, la règle des trois, il faut l'appliquer, mais pas que pour du matériel aussi, bien sûr, ou des formations, mais aussi sur ses revenus. Ça, c'est super important. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, ça s'applique dans le domaine financier de l'investissement. Et c'est vrai que j'ai remarqué, comme on a un peu le même parcours, on a l'expérience à l'étranger, qu'en France, tu as un salaire, tu es content, tu t'arrêtes. Alors que dans d'autres C'est pays, ça. ils se disent non, c'est qu'un début. Tu vois, c'est mon salaire va me permettre d'investir là et donc d'avoir, je sais pas, des loyers qui tombent, ça, une rentabilité espérée de ça. Mm. Et c'est peut-être corrélé au fait de la relation avec l'argent des Français moyens, on va dire, je ne sais pas, mais je te rejoins sur ce que tu viens de dire. Mais après, faut pour voir d'autres aussi aussi, que, vas-y John, vas-y. en France, les salaires sont pas forcément assez élevés pour que tout le monde puisse investir comme ça. Par exemple, aux États-Unis, ils ont des gros salaires, donc ils consomment beaucoup, ils peuvent acheter beaucoup de choses. En France, souvent, quand tu as un salaire moyen, bah, tu peux pas te permettre grand-chose à côté. Le truc, c'est Ouais, que c'est un peu là-dessus que je voulais. C'est la même chose en fait un petit peu la même idée que j'allais dire quand on a parlé en même temps avec John, c'est qu'effectivement pour beaucoup la règle des trois, enfin pour certains, c'est 3 euros par jour quoi. Donc investir avec ça, voilà, c'est malheureusement il y a une grosse partie de la population qui va avoir des difficultés pour la résilience économique, la diversification économique et plein d'autres sujets Alors, comme ça. alors, ouais, je pense que c'est Argos qui voulait réagir là. oui, juste parce que je pense que là, c'est dommage. Tu as la vision de l'investissement à partir de l'argent, mais il n'y a pas que l'argent. Hein. Ah oui, oui. Il y a le temps aussi. Il y a le temps, tes connaissances. Moi, par exemple, quand j'étais en école d'ingénieur, donc j'ai dit je suis métallurgiste et je suis un passionné de coutellerie. Ce que je faisais, c'est que, ben, en fait, j'ai travaillé pour certains couteliers au niveau traitement thermique. Ça n'a pas forcément de rapport avec le métier que je fais actuellement. Enfin, si, ça a plein de rapport, mais là, je travaille pas en coutellerie. Et là, par exemple, ben, moi, je fais différentes diversifications économiques sans forcément dépenser vraiment un sou de ma poche. C'est juste que, par exemple, je peux donner du temps à quelqu'un. Je peux aussi je peux troquer une activité. Tu le sais, on l'a fait ensemble. Je t'ai fait un baptême, en parapente. Et du coup, en fait, par exemple, moi, j'utilise le troc. C'est tout bête, mais je t'en ai parlé. Moi, par exemple, quand j'ai envie de faire quelque chose chez moi, d'un point de vue artisanat, j'essaie de troquer. Tout simplement, je demande à l'artisan, ça vous dit, vous me faites 50% sur ça, et en échange, je vous fais un baptême en parapente, par exemple. C'est tout bête, mais le troc est aussi une valeur marchande à ne pas négliger. L'investissement, c'est pas que de l'argent, c'est du temps et des compétences. Si tu as des compétences très spécifiques dans un domaine, donc moi par exemple, je te le dis, c'est plutôt le sport, ben je monnaie ça et en échange, c'est pas de l'argent que je gagne, ça va être potentiellement des formations, d'autres produits, je te l'ai dit, un peu de bouffe. Là demain, j'ai des poules. Demain, j'ai mon collègue qui m'a demandé des œufs. Ben je lui amène une boîte de 6 œufs demain. Et c'est tout bête, Ça, mais je le fais régulièrement. voilà, et ben il va me passer 1 euro par-ci par-là, ou il va me payer le café pendant 2 semaines, tu vois, ça peut être du troc, ça peut être n'importe quoi. Je pense que ça c'est super important de penser diversification, mais pas d'un point de vue investissement économique. Moi personnellement, les premiers investissements que j'ai faits, c'était pas à partir de mon argent. Je n'ai rien acheté ou je n'ai rien investi de mon argent. Je pense que quelqu'un qui a même très peu de revenus peut quand même passer du temps à réfléchir à ce qu'il peut investir en termes de temps, de compétences. Voilà. Ouais, bah pour Non, rebondir moi, tu sur. vois, là, Vas-y. ouais, je dis, moi, là, pareil, je vends des œufs régulièrement, j'ai vendu des framboises récemment. Quand Très j'ai bien. un agneau qui est né, je l'ai vendu aussi. Je me forme à la forge. Je me dis si après je deviens un peu bon, que je peux vendre un couteau de temps en temps, tu sais, sacrifier un week-end pour faire un petit couteau ou un truc comme ça, le vendre, ce sera toujours ça de prix. Mais par contre, de là à avoir, comme tu dis, enfin un pourcentage de mon salaire un investissement comme ça qui me rapporte un pourcentage de mon salaire, j'en suis très loin, quoi. Oui, mais encore une fois, les petits ruisseaux font les grandes rivières, on va dire quoi. Donc, si tu commences petit, tu verras que moi j'ai commencé tout petit. Hein. J'ai vraiment commencé, c'était ridicule quoi. J'ai fait, je l'ai aidé à choisir le revenu d'un acier pour optimiser la dureté. Voilà, tout simplement. Je me souviens, en échange, le gars il m'avait passé 2 de ces couteaux qu'il avait fait, et après je les avais revendus sur le bon coin. J'ai commencé comme ça, j'avais 22 ans, et après petit à petit tu te rends compte en fait que tu peux faire des affaires, si tu veux, de ce type. Et le problème c'est que si tu n'y vas pas, tu n'as pas cette démarche entrepreneuriale, on va dire.
Et, et une fois que tu commences à aller dedans, après, ben, tu te diversifies. Et plus tu diversifies, plus tu rencontres des personnes en plus, et plus tu découvres un panel d'opportunités qui permet de te diversifier et d'augmenter ta résilience économique. En fait, Bon, désolé les gens, Vas-y. on parle pas trop survie là, on parle économie. Pour répondre sur ce qu'a dit Vic, c'était intéressant la réponse de Vic parce que c'est un peu, on va dire, la réponse du milieu de la courbe de Gauss de la population française. Random, Ouais. Vic, random. Full random. Non mais c'est très bien parce que ça va me permettre de faire une précision. En fait, tu vois, il y a des mots en France quand on dit argent, investissement, entrepreneuriat, hop, ça y est. T'as des paradigmes qui se mettent dans les têtes, on voit des mecs en costard, des gros connards qui parlent, qui se la pètent avec des grosses voitures. Et moi j'ai compris ce qu'a voulu dire Argos et je vais essayer de le reformuler pour que peut-être le propos soit plus compréhensible de tous. C'est qu'Argos il a dit faut se diversifier au niveau de l'argent pour qu'en fait cette diversification, pour que son salaire tombe à 30% de ses rentrées d'argent. Et qu'en fait, c'est là où je le suis, c'est que ce n'est pas une question de combien d'argent il rentre, c'est plutôt combien on garde par optimisation Exactement. et aussi par faire rentrer plus d'argent. Et ce qui veut dire, c'est que par exemple, aussi John, il s'est entre guillemets braqué en mode moi je travaille déjà tout le temps et je vois pas comment je peux gagner plus. Et c'est intéressant parce qu'il y a énormément de gens qui pensent comme ça aussi et il a aussi raison. Et ce que veut dire Argos, c'est que on vous dit pas d'avoir un capital parce qu'en fait en France, être riche dans la tête des gens, c'est être rentier, c'est-à-dire avoir une somme d'argent, genre 1 million d'euros qui travaille pour nous et que quelqu'un gère son placement. Mais en fait, c'est pas ce qu'a dit Argos. Argos a dit diversifier les rentrées d'argent. Et quand John dit j'ai fait un couteau ce week-end pour le revendre, eh ben c'est une diversification d'argent. Alors c'est sûr que tu vas pas acheter un appartement avec, mais il faut bien commencer par quelque chose. En plus, nous, on est des gens qui ont des communautés. Donc techniquement, si on fait un couteau, on est capable de le proposer à des gens qui seront très intéressés par notre travail. Une personne qui fait son petit couteau dans sa cave et qui connaît personne à part le Bon Coin. Et c'est plus dans la démarche de créer ces petits ruisseaux et donc qui amène aussi l'acquisition d'un savoir-faire spécifique. Et comme a dit Argos, ce savoir-faire se troque ou s'échange, que ça soit contre un service, du matériel ou de l'argent. Parce qu'on oublie que l'argent n'est qu'un moyen de stocker de l'énergie. Et C'est vrai. c'est ce que je voulais ajouter parce que j'ai l'impression qu'il y a eu... on a dit des gros mots genre investisseur, argent, tout ça, et ça s'est braqué, tu vois. On voyait tout de suite les gros rentiers, bourgeois, tout ça. Ce n'est pas le problème, c'est plus que dans une démarche survivaliste, pour la résilience économique, c'est pas combien on gagne, c'est combien on garde et combien de valeur on apporte à son échelle. Bien sûr, quand on gagne 1500 € par mois comme la plupart des gens, on n'est pas dans les mêmes investissements que celui qui a un capital de 500 000 € en banque à placer. Mais on se doit quand même, pour l'aspect résilient, qu'on ait une perte d'emploi. Actuellement, le CDI ne vaut plus rien, on n'est plus en sécurité, qu'on soit en CDI, en CDD ou en intérim. Eh bien, pour X raisons, vous êtes remercié de votre travail. Eh bien, si votre travail représentait 50% de vos rentrées, bah, voilà, vous perdez votre travail. Si tout va bien, il y aura encore El Famoso allocation chômage. Mais s'il y en a plus, parce que le maître des lieux du pays France a décidé qu'il n'y en avait plus ou que ça devenait risible, comme dans la plupart des autres pays, je le rappelle, et ben il te reste 50% des entrées d'argent qui est je fais mon couteau, j'arrive à dans les brocantes, je sais pas, j'arrive à chiner et à revendre derrière en me faisant une marge, je propose des produits sur mon propre site, etc. C'est plus en ce sens que vraiment faire le gros richou, si j'ai bien compris. Voilà. Ah, moi, à ce niveau-là, je suis pas trop mal puisque ma femme bosse dans le privé, moi je bosse dans le public. Donc si l'État se casse la gueule, on a le salaire de ma femme. S'il y a plus que l'État qui a de l'argent, il y a mon salaire. Ouais, c'est déjà une forme de diversification. Ouais, par exemple. Alors après, bon, on est parti un petit peu sur la diversification économique, finance, économie. Ce que je vous propose, c'est que ce sujet-là pourra faire l'objet, par exemple, d'une future émission, étant donné que c'est un sujet qui a complètement son intérêt et qui mériterait une émission à part entière. On a aussi également un petit peu parlé ville et campagne à un moment. Ça pourra en faire l'objet aussi. Oui. Ce que je vous propose, comme ça fait déjà un petit peu plus d'une heure d'émission, c'est éventuellement passer à une partie questions-réponses. Oui. Si tout le monde est d'accord et que ça coupe pas si ça coupe pas les débats et si tout le monde est ok. Ouais, pas de souci. Pas de souci, je pense qu'on a fait globalement le tour sur la différence entre se préparer à un scénario précis versus développer une démarche d'autonomie globale en se disant de toute façon, quoi qu'il arrive, je serai toujours plus prêt que l'autre, quoi. C'est ça.
tout à fait. Donc, Tous, tu veux ouvrir la partie questions, Vic? Eh bah tout à fait, on est parti, messieurs, attends, dames du chat. Je te demande 2 secondes, il y a un jingle. Attention, jingle. Attention. Ça y est, tu peux y aller. Tu l'as envoyé le jingle Ça y est, tu peux y aller. Ok. Et ben n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, soit par rapport au thème de ce soir, soit d'autres thèmes. Si vous avez des questions en particulier à poser à nos invités, n'hésitez pas. Moi, j'ai vu une question. Sach- Pardon, vas-y. Non, juste sachant que John et moi, on peut pas les voir, donc Oui. elles seront Oui, oui. retranscrites par. Oui, tout à Par fait. mail. Oula, ça commence à. Ah, ça y est. Alors, j'avais vu une question. Bien sûr, on a prononcé le mot arme et on a parlé 2 secondes de M4 et de calibre 12, donc ça a réagi fatalement. Et j'ai vu une Classique. réaction par rapport à ce que j'avais dit quand j'avais dit oui, ton M4 te sert à rien. Mais je précise, ton M4 te sert à rien pour défendre ton domicile. S'il faut faire la guerre, prends ton M4. Voilà. Il te sert à rien pour l'instant. Pour l'instant. Non, puis La surtout, temporalité. Voilà, c'est ça. c'est surtout, il sert à rien de plus que le calibre 12 à 100 €, quoi. Pour défendre ton domicile. Mais après, si on Oui, est dans un c'est- contexte c'est plus ça le propos. tactique, de combat en petite unité à petit groupe, ah oui, là, prends ton M4. Tu vas en avoir besoin. Et c'est pas le même contexte. C'est ça que je voulais préciser. Alors on a une première D'ailleurs, question. Oui, pardon. On a une première question Non. de Kate qui nous demande si l'argent liquide va disparaître. Est-ce que c'est vrai? Apparemment, c'est en Les test en Suède. investisseurs. Apparemment, c'est en test en Suède et ça fonctionne plutôt bien. Et on constate depuis 10 ans que tous les 2-3 ans, ils abaissent la somme de liquide autorisée à porter sur soi, où celle-ci est tombée à 1000 € de liquide sur soi légal maintenant en France. Alors qu'on a le droit de prendre 10 000 pour l'avion, mais à mon avis, tout ça va diminuer grandement jusqu'au jour où on va passer en full digital. Enfin, le jour où ils ont pas de réseau internet, quand tu dois payer, t'es dans la merde. Ouais, mais malheureusement, ils font ce qu'ils Non, veulent. remarque, il y aura peut-être toujours les chèques. Les chèques, on est le seul pays à avoir des chèques au monde, je crois. Alors ensuite, on a une question pour Argos, je pense principalement. Le coach pour la chasse. Le coach gun pour la chasse. Est-ce que ça le fait? Alors, le coach gun pour la chasse, ça le fait s'il est choqué, tout simplement. La réponse est très laconique. Ça le fait s'il est choqué. Si vous avez des chocs interchangeables, c'est très bien. Vous pouvez les transformer en lisse. Si vous êtes tracker, vous pouvez tirer les balles pour le sanglier. Après, pour le tir un peu longue distance, on va dire, enfin, longue distance au fusil, j'entends. C'est-à-dire 50-80 mètres. Personnellement, je n'ai pas essayé. Par contre, un coach gun pour du sous-bois avec des canons choqués, vous pouvez tout tirer, hein, franchement, BK, ainsi de suite. Il faut savoir que la longueur de canon, en fait, influe sur votre, sur votre capacité à viser. C'est-à-dire que plus votre canon est long, plus aussi vous avez une perche et c'est assez facile pour viser. Mais après, ce qui fait vraiment le recentrement de la gerbe de plomb, c'est les chocs avant tout, hein, c'est pas la longueur de canon. Donc vous pouvez vraiment l'utiliser pour la chasse, il n'y a aucun souci. Pour moi, le Koch Gun Baikal, là, enfin je donne une marque, mais il y en a d'autres, hein, mais lui il est choqué, et vraiment l'arme survivaliste polyvalente par excellence pour moi. Voilà. Et après en carabine, je pense que bon, je vais pas rentrer dans ce débat. Allez, je laisse ensuite les autres questions. Question suivante, on aurait une question de Mamie Gretchen, salut à toi, qui nous dit qu'en cas d'effondrement, même l'or n'aurait plus de valeur. Et donc vive le troc. Donc qu'est-ce que vous en pensez les gars? Moi, je suis tout à fait d'accord. Par contre, le jour où ça va mieux, ton or, il reprend de la valeur. Donc, avoir un petit peu d'or ou un petit peu d'argent, avoir un peu de métaux précieux qu'on garde de côté, ça peut être utile. Mais effectivement, quand tout le monde crève de faim, vaut mieux avoir une boîte de conserve qu'avoir une pièce d'or. Après, l'or peut servir à transporter de la valeur et justement à servir pour plus tard. Effectivement, l'or ça se mange pas, mais c'est un petit peu le but. C'est comestible. Ah bon? Ça Ça désinfecte? C'est ingérable. Tu peux l'ingérer sans te poser de problème. Oui, c'est pas toxique. Ça va pas te nourrir, voilà. mais tu peux le faire passer dans ton tube digestif. Ça contient pas beaucoup de calories. Ah, exactement. Alors moi juste si je peux répondre là-dessus aussi, j'ai un avis assez tranché malheureusement. Pourtant j'aime pas être binaire, vous le savez, mais j'ai une vision complètement inverse de la plupart de survivalistes. Tu es donc non binaire. Ça arrive des fois. Et
Non, ouais, clairement, l'or, j'en ai pas. Voilà, l'or, j'en ai pas et je n'y crois pas du tout, honnêtement. L'or, pour moi, c'est du métal. Et encore une fois, je suis métallurgiste. Et, clairement, ça a une valeur affective, d'accord, c'est juste ça. Mais effectivement, je reviens à la règle des deux oui. Est-ce que ça me servira au quotidien? Non, donc je n'y vais pas. Et concrètement, même comme si tu as dit, Vic, ça peut permettre de garder une valeur, on va dire, transportable. Je cherche le mot fongible aussi. Mais concrètement, je n'y crois pas. Je préfère largement dépenser 1000 euros dans un puits que 1000 euros en des Silver Eagle, en or, ainsi de suite. Donc je dis ça, ouais, c'est personnel. Personnellement, je n'ai pas d'or. Je me diversifie de point de vue matériel aux compétences. Les compétences sont vraiment importantes. J'ai jamais fait le tarif que ça m'avait fait coûter de passer ma qualif biplace en parapente. J'ai jamais fait le calcul, mais j'imagine que ça doit être assez monstrueux au final. Et cette compétence-là, je préfère la monnayer sur plein d'aspects. Et pour moi, c'est plus rentable que de disposer un peu d'or dans son coffre. Mais après, je pense que j'ai la mauvaise vision. Parce que moi, je réfléchis rentabilité, alors qu'en fait, je crois que l'or, il faut pas du tout l'avoir de point de vue rentabilité. Il faut l'avoir comme l'aspect de garder les liquidités qui potentiellement, comme a dit John, pourront être monnayables plus tard quand tout va mieux. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un gros amalgame là-dessus quand même sur beaucoup de gens qui sont gourés dans le surréalisme. Il y en a qui pensent vraiment que l'or sert quand tout va mal. Ah oui, à acheter. Oui. Oui, voilà. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, s'il y a une crise, j'ai des pièces d'or, j'ai de l'or, ça va être super, je vais pouvoir m'en sortir. Alors qu'en fait, je pense que ces personnes n'ont pas tout compris. Hein. Peut-être que des fois, ça a pu servir effectivement, mais l'or, c'est pour quand tout va bien. C'est pas que pour quand tout va mal. Hein. Moi, je le vois comme ça, personnellement. Ouais, ben l'or, en fait, on constate économiquement que l'or, ce n'est pas... déjà, c'est pas un bon investissement. Hein. On le voit, ceux qui disaient il y a 10 ans, acheter de l'or, ça va monter, bah, c'est pas le cas aujourd'hui. Ils ont tout perdu. Exactement, c'est même catastrophique. Et en fait, dans le meilleur des cas, ça sert d'assurance, en fait. Ça sert de préserver un capital quand tout va mal. Ça sert aucunement à s'enrichir. Et en plus, qu'est-ce qu'on constate des scénarios récents. Il y a eu une grosse inflation monétaire dans un pays d'Afrique que j'ai oublié le nom. Il y a le Venezuela en ce moment, avec leurs problèmes avec le retour du communisme, etc. Là, socialisme avancé. Il y a eu, avant le Venezuela, il y avait l'Argentine qui a eu son effondrement économique en 2000. Ils ont fait quoi ces gens-là? Ils ne se sont pas échangés de l'or. Dès que, par exemple, il y a les crypto-monnaies fonctionnaient, ils utilisent des crypto-monnaies et il y a une inflation sur la crypto-monnaie. Par exemple, le Bitcoin, il est à 3000 euros, par exemple, je dis des bêtises, partout dans le monde. Dans le pays où il y a le problème, il est revendu le double ou le triple. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a des smartphones, tout le monde, voilà, même s'il n'y a plus rien, tant qu'il y a l'électricité et 3-4 panneaux solaires, comme en plus c'est décentralisé, il est peu probable que tous les pays d'un coup aient un problème. Hein. C'est un pays qui a un problème par un problème. Les gens, on peut utiliser facilement. Et une pièce d'or, on peut difficilement la découper en 12, voire en 200. Alors que les crypto-monnaies, là, à la demande, c'est déjà plus usable, comme on dit en anglais. Vas-y. Justement, je vais rebondir là-dessus. Moi, dire que l'or, justement, c'est un gros investissement quand même. Pour avoir une seule pièce, c'est peut-être en plusieurs centaines d'euros. C'est comme si vous faisiez vos courses avec un billet de 500, quoi. Si jamais vous voulez vraiment investir dans du métal en cas de crise, prenez peut-être de l'argent. Par exemple, vous aurez 20 pièces pour le prix d'une pièce d'or. Ce sera plus facile de payer avec une pièce d'argent que de découper votre pièce d'or en 4, quoi. Mais en fait, il y a le mythe du pièce d'or dans le sens où en fait, l'or peut nous servir dans des situations très particulières et si vous permettez, je vais raconter une petite histoire. Et nous, on la calque sur notre situation, mais c'est pas la même chose. Par exemple, si vous êtes un force spéciale, que vous allez en mission, vous avez ce qu'on appelle une ceinture de survie et des éléments de survie sur vous. C'est souvent des petits outils, j'en passe, mais surtout quelques pièces d'or dans la ceinture. Pourquoi? C'est pas pour faire un échange équitable, c'est pour si vous vous faites choper et que vous arrivez à fuir, vous êtes à poil quand vous fuyez. Quand vous avez besoin d'une couverture pour passer la nuit et que vous croisez un bédouin dans le désert, pour être sûr d'avoir votre couverture, vous allez lui tendre la pièce d'or. Et là, vous aurez votre couverture, mais techniquement, vous allez payer votre couverture une pièce d'or. Mais dans ces situations extrêmes, ça vous sort de la merde ou pour soudoyer quelqu'un. Vous comprenez?
Et ça vient, je pense, de là, tous ces rêveries autour de l'or. Oui, ça peut t'aider une pièce d'or, mais dans des situations extrêmement particulières et si tu es des personnes, si tu as un rôle dans la société extrêmement particulier. Oui, Et c'est juste parce que là, pour- le bédouin, lui, est pas en cas de crise, donc son or, lui, va pouvoir Exactement. l'utiliser. Voilà. Ça intéresse. Et lui, il Voilà, voit l'or, je il va pense- croquer, il va faire tiens, prends tout mon dromadaire, tu vois. Et toi, t'es content parce que tu viens de t'échapper de tes ravisseurs et t'as tout, t'as le chameau, la couverture et tu peux continuer à aller à l'ambassade. Dans ce cas-là, Non, puis mais- c'est bien. vaut mieux John- utiliser John a- l'argent de la pièce. Oui. Ouais, non, Oui, John, je pense que tu as tout résumé, John, quand tu as dit le bédouin n'est pas en situation de crise. Voilà, c'est ça qui est important. Par contre, lui, s'il était en situation de crise, il s'en foutrait de l'or. Hein. Il faut en être conscient. Bien sûr. Mais ça, c'est super important ce que tu as dit, John. Hein, voilà. Ouais, plutôt qu'investir dans l'or, investissez dans des trucs, je sais pas, des bouteilles de whisky, des paquets de clopes, ça c'est des choses que vous pourrez stocker et qui seront échangeables et découpables, on va dire, pour Ah, ça, on- pouvoir payer en petite quantité. Ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que lors du siège de Sarajevo, dès que les gens ont compris que la monnaie c'était du papier cul, ils sont passés sur les paquets de clopes et les clopes. Ça, c'est une réalité. Par contre, le whisky utilisable dans le au désert. quotidien. À Sarajevo, ça passe. Ça arrive, ça passe. Moi, par rapport à l'or et à l'argent, le regard que j'y porte, ce serait peut-être dans l'idée de, voilà, on a un petit peu d'argent à la banque, qu'on souhaite pas laisser à la banque, on n'a pas vraiment de projets vers lesquels investir pour l'instant, voilà, ou alors on est déjà équipé en Berkey, en ce que vous voulez, mais on veut pas laisser de l'argent à la banque, et donc dans ce cas-là, peut-être que transformer une certaine valeur en un métal ou en autre chose, hein, ça pourrait être, enfin, ça peut être de l'or, de l'argent, comme ça peut être du plomb. Voilà, d'une certaine manière, ça peut transformer cette valeur-là en quelque chose qui ne risque pas de bouger ou d'être un peu prélevé s'il y a un souci sur le plan bancaire. C'est un peu le pari que j'ai fait, j'ai acheté 20 pièces d'argent il y a maintenant 5 ans, je crois. Puis j'attends de voir si un jour ça monte, ça vaut plus, ou si ma banque se casse la gueule, j'aurai toujours ça. Ouais, puis ça reste une petite somme en plus. C'est vraiment. Oui, il faut rester raisonnable. Je vous propose de passer à la tu vois, question. moi, j'ai Non, pas, vas-y, moi, j'ai Arlos. pas acheté. Je te dis, moi, j'ai pas acheté de pièces d'argent, j'ai acheté un Baïkal, quelques petits trucs à droite à gauche, et voilà. Ouais, quoi, mais en je fait. aussi. Voilà. Non, mais bien sûr, mais je déconne, mais voilà, je me diversifie plutôt dans les placements de ce type. Voilà. Et si, d'ailleurs, Ouais, parce que c'est vrai très- que les armes, c'est un bon investissement. Il y a certains trucs, les prix montent bien. Moi, je sais que j'avais acheté un Mosin, Par j'ai exemple. gagné 100 euros en le revendant au bout d'un an. Il n'y a pas beaucoup de comptes en banque où il y a du Ouais. plus 30% comme ça en un an. Ouais, c'est ce que c'est j'avais sûr. dit à Vic aussi, moi j'ai vendu la mienne 240 euros de plus, quasiment, je crois, de plus. Et d'ailleurs, très bon investissement, John, à Winchester, très très bon. Je vous propose de passer à la question suivante, une question de s'enchaîne. Que pensez-vous de l'anonymat? C'est tout. C'est-à-dire, Non, mais c'est une bonne si c'est question. en tant que survivaliste, oui, il vaut mieux qu'on reste le plus anonyme possible, hein, parce qu'on sait on sait comment on est vu, hein, par la population, hein, comme tu disais tout à l'heure dans ton émission, je sais plus comment ils t'ont traité, Vic. C'est Oui, quoi on va le pas terme? répéter. Ils t'ont dit que t'étais enfin, comme un survivaliste de base, c'était Xénophobe xénophobe ou un truc comme ça. Des Un survivaliste complotistes, ouais. traditionnel. Voilà. C'est Survivaliste pour passer pour des fous, pour ceux d'entre nous qui n'ont pas de boulot, qui veulent trouver du boulot, s'ils ont une étiquette comme ça sur la gueule, ils auront du mal à en trouver. Non, vaut mieux éviter de se faire trop repérer. Et ne serait-ce aussi que pour éviter les pillages, tout ça, ou que les gens ils se disent on a un voisin un peu taré, autant qu'on reste le plus discret possible. Ensuite, une question de No Man's Land. Salut à toi. Salut les amis, quelles sont les compétences qui vous semblent les plus importantes à travailler? Donc là, bon, c'est vachement large. On peut continuer live pendant 2 heures, sinon. Ouais, je dirais, bah, déjà, le jardinage, ça c'est super important. Ah, ça fait Ouais. un bon thème Pour ceux qui ont du d'émission. terrain. Un bon Ouais, thème pour moi, une je On va sais faire que- une émission là-dessus. Moi, On va je dire débute, une est-ce seule que- compétence. est-ce Et que je vous suis en propose, train- que je vous propose, Ouais. c'est que chacun en choisisse une, comme ça au moins Bah, ça sera voilà, parfait. Moi, je continue sur le jardinage, donc ouais, moi je débute. Et ce qui est chiant avec le jardinage, c'est que quand tu te trompes, bah, souvent tu perds un an, quoi. Donc ça te prend vraiment beaucoup de temps pour bien développer tes compétences, à apprendre de tes erreurs dans le domaine. Ouais, j'aurais dit j'aurais dit le jardinage ou l'agriculture, ouais, aussi. Ouais, ben c'est bizarre, mais ouais, moi, en fait, je réfléchis, mais je pense que je vais vous rejoindre, les gars. Je pense que ça va être ça quand même aussi. Jardinage. C'est vrai que la première image qu'ont beaucoup de survivalistes, ça va être les armes à feu, la défense, le close combat. Bah non, bah c'est le jardinage, quoi. Et moi, je dirais l'opportunisme, la débrouillardise. Ouh.
Ouais, là tu triches un peu quand même, Alex. Joker. El famoso prédation. Le famoso Predator. Voilà. Alors le live vient le chat vient de défiler, donc j'ai loupé une question que j'avais vue qui était pas trop mal. Attendez, j'y retourne. Hein. Désolé. Ah voilà, parce qu'elle était pas, elle était quand même pas mal. Mais qui va faire du parapente en cas de caca? Ton business c'est Alors, cool, Argos. Putain. Celui qui habite non, dans une falaise et qui veut évacuer. alors en fait, détrompez-vous. Prenez des cas plutôt de guerre, ainsi de suite. Il faut vous dire que les gens ont besoin de bonheur, ont besoin dans tous les cas de plaisir, même en situation de crise. Ensuite, moi, enfin, je veux dire, pendant la Seconde Guerre mondiale, les cinémas tournaient à Paris, hein, encore. Hein. Il faut en être conscient de ça. Ouais. Et ensuite, il faut savoir que moi, je crois pas à un conflit mondial aujourd'hui. C'est-à-dire que si ça part en couille dans un pays, je pars en couille dans un autre pays. Et en fait, moi j'ai choisi ça parce que je sais que c'est facilement monnayable et je vois combien on peut monnayer ça. C'est vraiment impressionnant quoi. Et donc oui, le parapente en cas d'effondrement, ça servira pas forcément aujourd'hui. Mais encore une fois, la personne qui pose la question voit le surréalisme comme dans le cadre d'un effondrement, alors que le surréalisme c'est aussi quand tout va bien. Et moi aujourd'hui, je m'en sers tout le temps. C'est ça le surréalisme. Je sais pas si c'est une fille ou un mec qui pose la question. C'est ça le surréalisme. Voilà. C'est encore une fois, vous vous gourrez sur la temporalité. Vous voyez ça de manière à un but précis, à un effondrement spécifique. Alors qu'en fait, le surréalisme, c'est tous les jours, les gars. Tous les jours. Et je rebondis aussi sur ce que tu dis, sur le fait que les cinémas tournaient encore pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qu'en plus, les chiffres, on voit que contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans les périodes de crise, et notamment la dernière de 2008, tout ça, on constate que les gens préfèrent se restreindre dans des choses basiques au lieu de se restreindre dans les loisirs, et qu'il y a même une tendance d'aller en encore plus de loisirs, un peu pour oublier. Oui, le moral est super important. Voilà. Donc c'est vrai que des fois, les faits vont un peu à contresens. Et encore une Ouais, fois, donc, la règle des oui, hein, moi j'ai réfléchi, à la base je l'ai pas fait pour ça, bien sûr, c'est une passion qui est vraiment débordante, mais je me rends compte que je peux l'appliquer quand même dans ma démarche surréaliste, et je suis très content d'ailleurs de l'appliquer. Super. Vas-y, Vic. Une question de Florian, que pensez-vous du fait de vivre à côté d'une prison? Déménage. Oh, c'est dur comme question. Bah, c'est bruyant parce qu'ils gueulent toujours la nuit. Hein. Ils se parlent d'une division à l'autre en gueulant par les barreaux, mais Ouais. c'est tout. Diversification économique? Il y a du business à faire. Il y a du business à faire. Il y a des missiles à Ouais, je pense jeter. qu'avec le parapente et un bon kebab, à mon avis, t'as moyen de te démerder pour faire du pognon. Bon, moi j'ai pas d'avis là-dessus, désolé les gars. J'ai pas de réponse sur le fait de vivre à côté d'une prison, je sais pas. Non, je vois pas tellement le souci que ça pose. Hein. La prison, elle est sécurisée. Même si t'as un détenu qui se barre, il va pas se barrer vers chez toi, il va se barrer loin. Il va pas rester à Donc, côté de la je vois prison. pas trop le souci. Ouais, c'est ça. Alors une nouvelle question, arme à feu. Après la 22 long rifle, quelle deuxième arme pour débuter? Pour débuter, 12. bah, je sais pas si ouais, ça dépend s'il chasse, s'il fait du ball trap ou quoi. Après, un 12 pour. Enfin, ça dépend ce qu'il veut dire par débuter. Débuter en tant que tireur ou débuter dans la survie. Parce que dans la survie, il dire un calibre 12. Je crois que c'est en tant que tireur. En tant que tireur, peut-être une arme de poing. Histoire de maîtriser un Alors peu. moi tout. j'ai pas d'avis parce que je suis pas tireur sportif. Mais si c'est dans le cadre de, je suis plus tireur sportif. Mais si c'est dans le cadre de le surréalisme, je dirais sans hésiter un 12, puisqu'on l'a dit et répété, c'est la seule arme à feu qui permet de tout tirer, vraiment de la petite gerbe de plomb jusqu'à la balle, tout simplement. Bah ouais, c'est sûr. Alors. Ok, bah je pense que Vic, on va commencer à clôturer l'émission. Ouais, de toute va. façon. Il y a Puisqu'en tellement, fait, notre tellement but, de questions, là, on arrive sur la fin des questions de ce soir. Notre but, c'est d'être présent chaque semaine, donc de pas trop déborder sur le format. Tout à fait. En plus, on a pas mal traité de sujets larges, je trouve, par rapport à ce qui était prévu, ce qui est bien. Ouais, pour une première. On parlait d'économie, c'est je pensais pas mal qu'on de parlait choses. d'économie. Ça nous a fait émerger des sujets intéressants pour les prochaines émissions.
D'ailleurs, si vous avez éventuellement des sujets que vous aimeriez bien voir abordés, dites-le dans le chat, on relira à froid après le live pour voir s'il y a de l'inspiration. Aussi, j'ai vu qu'on avait 49 pouces bleus. Ah, 50, merci. J'allais réclamer le 50e. Donc aussi, si vous avez aimé ce live, c'est le moment de poser vos pouces bleus parce que ça nous permet de nous mettre en avant sur l'algorithme. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Je déteste ça, mais il faut bien se dévouer pour la cause. Donc posez vos pouces bleus si vous avez aimé. Ça nous permettra de jauger notre performance. N'hésitez pas aussi à donner votre avis sur la qualité vidéo et audio du live pour savoir ce qu'il faut améliorer. Et ce que je te propose, Vic, c'est qu'on refasse un tour de table pour que chacun représente sa chaîne et son activité afin de diriger ceux qui voudraient découvrir les chaînes des participants de ce soir vers ce qu'on fait. Vas-y. Pour conclure, tout à fait, pour conclure donc cette première émission, hein, les gars, je vous invite à représenter un petit peu ce que vous proposez sur vos chaînes. Après, tous les liens des chaînes sont en description si vous voulez retrouver les participants de ce soir. Je vous laisse vous présenter vos chaînes dans l'ordre, peut-être John si tu veux. Ouais, bah moi je parle de survivalisme en général, en essayant d'être assez les pieds sur terre, pas trop extrême, hein, contrairement à d'autres. Parler aussi d'aujourd'hui, hein, tout ce qui est légal aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire, même si je me fais un peu striker mes vidéos sur le sujet. Hein. Je parle un peu d'armes à feu, je parle un petit peu de jardinage, de mes moutons, de mes poules, des choses comme ça. Je suis en plein développement, hein, même si ça va faire déjà 2 ans que ma chaîne est lancée. Et, comme je viens de déménager, de m'installer à la campagne, que je peux enfin vraiment bricoler, vraiment faire pousser des trucs, avoir mes animaux. Et au final, je suis qu'au début. Hein. Et tu parles pas mal d'arts martiaux aussi? Oui, d'arts martiaux aussi, puisque à la base, moi j'ai un background plutôt dans les arts martiaux. Hein. J'ai fait du kung-fu, j'ai fait du kali, et puis comme j'étais dans la police, j'ai eu la formation police, j'ai rencontré des mecs qui pratiquaient tout et n'importe quoi. Je m'entraîne un peu avec des boxeurs, avec des free fighters, avec un peu avec tout ce qui me tombe sous la main. Et c'est vrai que moi, par rapport à d'autres survivalistes, je vais peut-être un peu plus parler d'armes blanches et d'arts martiaux, ce que tout le monde ne fait pas, quoi. Oui, c'est vrai que c'est des sujets qu'on retrouve pas partout. Donc voilà, les gens, si vous voulez retrouver John, hein, le lien est en direct dans la description. Argos? Oui, alors donc moi plus concrètement, donc déjà je sais pas si j'ai vraiment dit, je suis chasseur-pêcheur, donc plutôt montagne hein, quand même, assez montagne, mais aussi j'ai une base urbaine, donc j'essaye de faire des séries de vidéos sur l'augmentation de mon autonomie dans cette base urbaine. Ensuite pas mal de vidéos sur la métallurgie, je l'ai dit puisque c'est mon métier, donc pas mal de relations avec la coutellerie. Après, voilà, j'ai des poules aussi, comme John, de la permaculture, ce genre de choses. C'est assez très vaste aussi. Et comme John, je me catégorise quand même plutôt sur un non extrémiste, on va dire dans certaines vidéos. Je suis plutôt modéré, plutôt pragmatique. Donc des fois, il y a des sujets qui sont un peu bizarres, quoi. Typiquement le véhicule d'évacuation, quand je présentais ce fameux Kangoo qui a choqué certaines personnes, alors qu'ils s'attendaient à avoir un gros 4x4. Mais voilà, du coup, c'est plus plutôt modéré, plutôt pragmatique, plutôt lié à la vie de tous les jours et à une démarche, on va dire, pragmatique, tout simplement. Moi, je rebondis un peu. Moi, mon véhicule d'évacuation, c'est une Logan Break, hein, donc je suis un peu dans la même optique que toi. Hein. Très bien, John, très bien, c'est un bon choix. Et Alex, tu veux refaire un point aussi comme on est sur ma chaîne, c'est l'occasion aussi. Oui. Donc logiquement, là, j'ai ajusté mon réglage de micro parce qu'apparemment, j'étais légèrement moins fort que vous. C'est pas grave, ça fait partie des aléas du direct et on fera l'amélioration continue ensuite. Donc pour ma chaîne, merci Vic. Donc je parle aussi de survivalisme avec une approche pour reprendre le contrôle de son temps, de son argent, mais aussi choisir avec qui et où l'on vit. Puisqu'on a bien vu que derrière le matériel, derrière les pierres à feu, les beer grills et tout, il y a beaucoup de choses un peu plus profondes, comme on a discuté aujourd'hui, qui se trament et qu'il faut résoudre avant tout. Et j'ai essayé d'aborder les choses de ce point de vue-là et de m'ouvrir au sujet annexe, puisque le survivalisme étant un domaine qui est très large et qui compte beaucoup de sous-domaines, eh bien j'essaie d'aborder la plupart des sous-domaines pour essayer de faire le tour de la problématique en général et avoir, comme dit Argos, des impacts au quotidien et dans le bon sens. Voilà, simplement.
Et toi, Vic, Ok, bah du coup. qu'est-ce que tu fais sur ta Bah chaîne? moi, bah, moi, on est chez moi, donc normalement vous me connaissez. Et bah écoutez, oui, survivalisme urbain, armes à feu, bushcraft, outdoor, etc., etc. Je me présenterai peut-être un petit peu plus si à l'occasion on est diffusé ailleurs. Ok, super. Bah écoutez, la Donc, fin de ce voilà. premier feu de camp se termine. Je pense que c'est pas trop mal passé au niveau technique et aussi au niveau de notre conversation. C'était très intéressant. Ouais. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là, Argos, John Smith, et Ouais, je c'était avec plaisir. je remercie Vic d'avoir accepté de diffuser cette émission Nomade sur sa chaîne. Hein. Il a pris de très gros risques. Bah, pas tant que ça, pas tant que ça. Bah Alex, merci beaucoup pour la réalisation de cette émission et ta participation plus qu'active à ce projet. Pas Et de puis souci. merci à vous deux, les gars, d'être venus Ouais, pour, voilà, pour pas cette de souci. première. C'était un plaisir. Ouais. Bah avec merci, On plaisir. essaiera de merci s'améliorer beaucoup. pour la prochaine. Exactement. Et puis on se dit rendez-vous lundi prochain. On ne sait pas où. Hein. Maintenant, faut suivre les gens qui ont participé aujourd'hui pour voir où la faux va aller. Hein. C'est un peu le jeu. Et on verra bien comment ça se passe. Et normalement, là, au moment de dire au revoir, il va y avoir une petite musique de sortie. Attention, à vous de dire au revoir. Ah, alors attends, juste avant de repartir, petite précision parce qu'on a eu des questions par rapport à la rediffusion potentielle de l'émission. Donc elle sera dans un premier temps rediffusée sur Solitube, puisque Alex et moi sommes en train de migrer progressivement vers Solitube. Donc la rediffusion sera sur la chaîne Solitube d'Alex, en description également. Et ensuite, elle sera disponible sur YouTube, mais pas tout de suite. Mais pas tout de suite, hein. Mais pas tout de suite. Dans quelques jours. Voilà. Ça marche. Allez, salut Argos, salut John Smith, salut Vic. Salut les gars, Merci à bonne tous. soirée. À Merci bientôt. à vous deux. Et à plus. Ciao.